Bienvenue à Carrefour Emploi, votre émission bimensuelle qui propose un coup de projecteur sur la nouvelle génération d'entrepreneurs béninois, une génération qui ose, une génération qui innove sur la terre de nos ancêtres et ceci avec beaucoup de succès d'ailleurs. Au carrefour de ce soir, le tout premier de l'année 2018, je voudrais, au nom des producteurs de cette émission, au nom de l'ANPE, Agence nationale pour l'emploi, et au nom de l'ORTB, l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, vous présenter nos vœux les plus sincères de santé, de paix et d'immenses opportunités d'emploi à toute cette belle et travailleuse jeunesse béninoise que vous avez devant moi ici. Merci beaucoup. Merci. Et comme il est de coutume au Carrefour Emploi, nous ferons la première partie de cette émission en compagnie d'un expert. Et l'expert de ce jour répond au nom de Rémi Aladaïn Weke. Rémi Aladaïn Weke est expert en promotion des métiers verts. Il est en fonction au ministère du cadre de vie et du développement durable. Eh bien, je vous demande de l'accueillir avec beaucoup de bruit. Monsieur l'expert, heureuse année. Voilà, merci beaucoup. Eh bien, je rappelle une fois encore, Monsieur Aladaïn Weke, vous êtes un expert en promotion des métiers verts et vous travaillez au ministère du cadre de vie et du développement durable. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Heureuse année à toute la jeunesse béninoise. Heureuse année à notre cher gouvernement, à son président, qui travaille beaucoup pour la promotion des jeunes de notre pays. Et nous travaillons pour faire la promotion des métiers verts au ministère du cadre de vie et du développement durable. Je suis très heureux alors, de participer à cette émission qui parle d'emploi, une question épineuse de la jeunesse aujourd'hui. Voilà, et nous sommes également heureux donc de vous accueillir et de bénéficier de votre expertise sur ce plateau tout au long de cette émission. Sur ce numéro de Carrefour Emploi, il est grand temps pour nous de quitter la terre ferme et de plonger dans les eaux du lac Nokoué, à Ganvié, à Soava et dans toutes les autres cités lacustres. Nous irons vivre en direct comment ce qui est un véritable fléau environnemental est devenu du jour au lendemain une belle source d'emploi et pourquoi pas aussi une manne financière. Voici donc le reportage. Moi, c'est Fola Mouftaou. Je suis pédiatre et cofondateur de Greenkeeper Africa. Et donc cela fait 3 ans et demi maintenant qu'on travaille sur le développement de la société. Alors moi, c'est David Nyolanfou. Je suis également l'un des cofondateurs de Greenkeeper Africa. Je suis ingénieur de formation. J'ai travaillé pendant environ 15 ans dans le domaine du bâtiment à Cotonou. Et donc effectivement, depuis que nous avons lancé cette nouvelle activité depuis un peu plus de 3 ans maintenant, donc j'ai dû laisser tomber totalement mes activités. Aujourd'hui, l'activité qu'on mène de transformation donc de la jacinthe d'eau peut nous amener à valoriser la jacinthe en différents types de produits en lien avec nos formations initiales. Par exemple, on pourrait imaginer des briques en fibre de jacinthe qui soient également des isolants. Donc
vous voyez là le lien avec le bâtiment, avec l'énergie. On pourrait imaginer également dans le domaine de la chimie verte, la fabrication de pré- ou probiotiques aidant à l'amélioration de la fibre intestinale pour les bébés. Voilà, donc, et tout ça toujours à base de jacinthe d'eau. C'est vrai que je suis pédiatre de formation, mais ça ne m'empêche pas d'être curieux, et curieux de tout d'ailleurs. Je m'intéresse à la terre, je m'intéresse à l'agriculture, et lorsque David m'a parlé de son idée de développement de Greenkeeper Africa à Sohava, avec toute la problématique de la jacinthe, bon, voilà, c'était une idée qui était séduisante d'emblée et qui faisait sens par rapport aux valeurs qui étaient les miennes, qui étaient des valeurs humaines, des valeurs de création de richesse, pas seulement pour moi, mais aussi des créations de richesse partagées et également d'impact environnemental qui, à l'heure d'impact climatique majeur, c'est tout naturel que chacun de nous, quelle que soit sa formation, fasse au moins une partie de son activité sur des activités qui protègent l'environnement. Je suis technicien en production végétale. J'ai fait le lycée agricole Milieu de Sékou. Après ma formation, j'ai appris qu'il y a une entreprise qui transforme la jacinthe d'eau en fibre absorbante. Avant, c'était vraiment un fléau. Et aujourd'hui, maintenant, c'est une opportunité pour beaucoup de personnes. Ce n'est pas uniquement des femmes, mais il y a aussi des hommes aussi qui travaillent aussi, des hommes aussi qui se servent aussi de ces jacinthes-là pour amener leurs enfants à l'école, comme un cas dans les Agégués, c'est les hommes qui travaillent à Agégués. Et après la vente, l'argent que ces hommes-là retrouvent là, ils prennent ça pour la scolarité de leurs enfants, pour même prendre aussi, pour bâtir leur maison. Donc aujourd'hui maintenant, j'espère que la jacinthe d'eau, c'est vraiment une opportunité pour la population lacustre. D'ailleurs, Togble no wa bon sous toi biwe. Bon son là y no mo ali donc yi we vi wugbe a. D'ailleurs, de me demandant mon kun je toyon boy Togble y no sabon yi kwa. Togble no. De ga zon we wa so avadun. Bon mi menyon le mi no ibe bon sabon mo tien di mi ton pere we zon mi do nkan ne boy toyon. La jacinthe d'eau, c'est une plante qui n'est pas originaire du Bénin. Elle n'est même pas originaire d'Afrique. Elle a été importée il y a un siècle environ à partir d'Amérique du Sud. Donc c'est une plante qui ne se retrouve pas dans son milieu. Et du fait qu'elle n'est pas dans son milieu, elle n'a pas de prédateur naturel. Or, elle a une capacité de prolifération énorme. Et c'est comme ça qu'en un siècle, elle a recouvert toutes les surfaces d'eau douce qui sont présentes en Afrique tropicale. 8 plants de jacinthe d'eau mis dans l'eau peuvent en 8 mois produire jusqu'à 600 000 nouveaux individus. Que chaque surface peut doubler en 10 jours. Donc si vous avez 1 hectare, vous venez après 10 jours, vous avez 2 hectares. Après 10 jours, vous avez 4 hectares. Et comme ça, de manière très rapide, la plante se réinstalle. On se dit, mais c'est une ressource renouvelable. C'est-à-dire, on ramasse tout aujourd'hui, on revient après 6 mois, on peut encore ramasser. Finalement, si on en fait une matière première, ça devient une matière première extrêmement intéressante à valoriser. Parce qu'elle contient beaucoup d'eau et donc il faut faire travailler beaucoup de gens pour la ramasser, la collecter. Et puis après, si derrière les produits peuvent être des produits à haute valeur ajoutée, alors ça devient un modèle économique qui est extrêmement intéressant à mettre en place parce que d'une zone qui est complètement étouffée, où les gens sont contraints à l'exode par manque d'activité, par la chute des rendements de pêche, on prend ce problème-là, on le valorise, on le transforme, puis les gens commencent à trouver de l'emploi, des sources de revenus, ça facilite leur navigation, ça augmente leur rendement de pêche. Et finalement, le problème, en l'utilisant, on a solutionné toute une ribambelle de problèmes autour.
Donc en fait, effectivement, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de... Ça a pris beaucoup de temps, puisqu'effectivement, nous avons démarré dans la commune de Soava avec un petit groupement de 4 femmes, 6 femmes. On a travaillé longtemps avec elles, parce qu'effectivement, l'engouement pour ce type d'activité-là était vraiment très faible. Et petit à petit, on a essayé de mieux se connaître, on s'est fait confiance et du coup ça a créé une certaine émulation autour de l'activité. Et c'est vrai qu'on peut, on peut dire aujourd'hui, en tout cas sur la campagne précédente, on a travaillé avec 3 communes essentiellement, la commune de Soava, la commune des Agégués et la commune d'Adjoum. Ça représente en nombre de villages, les villages qui sont ciblés particulièrement par notre activité. Il y en a entre 18 et 20 et ça représente entre 700 et 1000 personnes. Donc effectivement, il y a aujourd'hui, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui participent à cette activité-là. La campagne de janvier 2018 risque d'être encore plus pourvoyeuse d'emplois, je dirais. Il y a au Bénin des entrepreneurs qui sont des entrepreneurs d'expérience. Et ce n'est pas naturellement qu'ils vont appuyer la naissance d'une jeune entreprise, d'une jeune start-up. Ils vont croiser un jeune entrepreneur, il faudrait qu'ils puissent le prendre sous leur épaule pour leur dire « Ok, viens, je vais te montrer quelques astuces qui vont te permettre, à partir de ton idée, d'avancer et de réussir. » Et il faut aussi que le jeune entrepreneur qui veut se lancer ait la capacité de s'ouvrir, la volonté de s'ouvrir, de ne pas se dire « Ok, je vais garder ça enfermé ». Parce que si on se garde enfermé, personne ne va entendre votre projet, personne ne va vous dire « Moi, je peux vous aider ». D'accord ? Donc voilà, c'est ces 2 choses-là. Je pense que je vois beaucoup de jeunes de plus en plus qui ont des idées et qui, dans le démarrage, manquent du conseil. Le conseil de l'entrepreneur plus expérimenté qui va leur dire « Ne fais pas comme ça. Comme ça, là, tu vas te casser les dents. Crée ta société. Installe-toi officiellement. » Donc voilà, c'est ce genre de conseils. C'est les choses que je pense qui pourraient faciliter l'éclosion de multiples entreprises dans notre pays. Et le risque, prendre le risque, d'accord, les entrepreneurs n'aiment pas le risque, ils aiment juste le contrôler. Ils savent qu'ils avancent avec du risque, mais juste ils le tempèrent pour faire en sorte que quand même il y ait de grandes chances de réussite. Comme au Carrefour Emploi, les belles choses n'attendent pas et ne font que s'enchaîner les unes aux autres, spécialement pour vous, chers téléspectateurs, et pour vous, chers publics ici présents. Nous recevons sur ce plateau Fola et David. Ils viennent nous dire de vive voix les péripéties de leur bataille contre la jacinthe d'eau et les perspectives qui, désormais, illuminent leur horizon. Fola et David sur ce plateau. Voilà. Heureuse année. Très ravi de vous retrouver. Je l'espère. Vraiment. Heureuse année. Oui, oui. David, vous allez prendre siège. Merci beaucoup. Merci. Nous avons suivi avec beaucoup d'intérêt le sujet qui a été réalisé sur vous. Et derrière moi, j'ai entendu certains jeunes se poser la question de savoir, mais comment ils ont dit à tout. Un médecin pédiatre, un ingénieur BTP qui abandonne tout pour courir derrière une vermine, une plante qui crée des problèmes aux populations. Et pourquoi cette option, David ? Ce n'est pas simple. Disons que moi j'ai toujours voulu me lancer dans l'industrie. Et effectivement, c'était
je cherchais une idée et c'est dans le cadre d'un voyage professionnel qui m'avait amené au Congo que donc j'ai eu cette idée-là de la valorisation de la jacinthe qui effectivement représente un fléau dans de nombreux pays. Et lorsque, après un certain nombre de recherches, je me suis rendu compte qu'il était possible de l'utiliser pour en faire une fibre capable d'absorber les huiles et un certain nombre de polluants, mais je me suis dit que ce serait une formidable opportunité, aussi bien pour le Bénin, mais pour de nombreux pays en Afrique. Donc voilà un petit peu comment l'idée de Greenkeeper Africa a été propulsée. On verra si votre parcours en tant qu'ingénieur n'aura pas été un gaspillage ou une perte de temps. Fola Mouftaou, vous êtes en principe médecin pédiatre de formation, une formation que vous avez faite en Europe, comme David d'ailleurs. Mais finalement, vous avez tout abandonné. Mais comment vos chemins se sont-ils croisés? David et moi, on est des amis d'enfance, d'abord. D'ailleurs, souvent, les gens nous prennent pour des frères, mais on n'est pas des frères, on est des amis d'enfance. Et donc, c'est vrai que quand j'ai quitté la Belgique où j'étais installé pour venir m'installer en tant que pédiatre ici, j'ai peut-être pas trouvé exactement ce que je voulais faire en tant que médecin ici. Et comme les raisons qui m'ont amené à faire la pédiatrie sont la curiosité, la responsabilité, le sens civique, etc., il y a d'autres manières d'exprimer ces valeurs-là dans d'autres parcours. Oui. Et donc, quand j'avais des freins par rapport à des ambitions que j'avais en tant que pédiatre ici au Bénin, il y a des choses qui ne marchaient pas comme je l'entendais. Et je me suis dit, c'est l'occasion aussi de tenter d'explorer d'autres voies, de voir s'il n'y a pas d'autres choses à créer. Et voilà, et c'est comme ça que sur le projet qui avait été initié par David, je suis venu me greffer avec beaucoup d'énergie, beaucoup d'entrain, parce que ça rencontrait l'ensemble des valeurs qui anime ma vie. Est-ce que ce n'est pas un gros risque que vous avez pris? C'est un risque surtout par rapport je vais dire respectueusement par rapport à mes parents. Vous savez, les parents, ils vous suivent dans vos études, ils vous accompagnent. Et puis quand vous êtes pédiatre, vous venez vous installer, vous leur dites finalement, je vais courir sur le lac à la recherche d'une plante. Il y a du mal parfois à faire passer le message. Oui. Donc c'est un risque, mais finalement un risque pourquoi dans la vie, vous avez, si vous restez dans votre zone de confort, vous atteignez toujours qu'un certain niveau. Si vous voulez viser des sphères plus lointaines, plus élevées, il faut sortir de sa zone de confort. Il faut quand même prendre un risque, il faut se mettre un peu en danger. Ils ne sont pas très nombreux, hein, ces jeunes Béninois qui peuvent accepter de prendre ce risque. Vous, médecin, l'autre ingénieur, en tout cas, vous avez tout abandonné. Oui et non, parce que vous savez, de la même manière, quand je parlais avec mes amis béninois qui étaient des collègues, confrères médecins en Belgique, et je leur dis, moi je viens m'installer au Bénin pour exercer mon métier, à ce moment-là déjà, ça a commencé à se dire, mais ça ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on veut défendre comme valeur? Qu'est-ce qu'on veut pour notre pays? C'est ça, je pense qu'il faut revenir à cet essentiel-là, à cette base. Si on veut quelque chose de bon pour notre pays, si on veut de l'énergie pour notre pays, et le discours du président ghanéen il y a un mois était vraiment dans ce sens-là, je trouve qu'il faut utiliser tout ce qu'on a comme capacité et les utiliser ici. Voilà. Mais de façon concrète, qu'est-ce qui vous a inspiré la jacinthe d'eau? En fait, moi, depuis petit, mes parents avaient fait, je connaissais un peu la jacinthe et ses vertus phytoépuratrices. Et donc, ma mère avait fabriqué des toilettes sur pilotis. Et en fait, la jacinthe consommait la matière organique. Oui. Donc, je connaissais déjà un petit peu cette vertu-là, phytoépuratrice. Et lorsque j'avais voyagé, c'est lors de ce voyage-là, je me suis dit, mais tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser justement cette capacité d'absorption-là pour absorber du pétrole qu'on vient de trouver dans le fleuve Congo? Donc voilà, l'idée est partie de là. Et c'est en revenant au Bénin que j'ai commencé à faire des recherches. Je savais également qu'au Nigeria, il y avait de très très gros problèmes de gestion de pollution. Et je me suis dit, mais si jamais on arrive à trouver quelque chose comme ça, ce serait formidable. Oui. Voilà un petit peu. Monsieur Rémi Alada-Iweke, je sais que vous étiez très très concentré sur ce qu'ils expliquent. C'est très intéressant parce que d'ailleurs, vous avez vu comment les jeunes qui sont derrière nous sont vraiment concentrés parce qu'ils se disent, mais c'est bizarre. Quelqu'un qui a déjà eu son job, qui est déjà médecin, pédiatre, qui peut gagner sa vie, quelqu'un qui peut se lancer dans la construction des bâtiments, mais
C'est de la folie. Oui, c'est extraordinaire. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'être pédiatre d'abord. Être pédiatre, ce n'est pas un médecin simple. Ce n'est pas un généraliste, ça veut dire c'est un spécialiste. Mais qui a quitté les enfants pour venir soigner les jacinthes d'eau. Merci, monsieur Alain. Et qu'il a si bien soigné en lui changeant de nom. Un nom qui était auparavant un nom négatif, Toblé, il a tellement soigné qu'il a surnommé Toyon. Ça veut dire que c'est un pédiatre de nature. C'est un pédiatre environnemental. Donc c'est extraordinaire, je les félicite pour leur arrivée. L'un a quitté la France, l'autre a quitté la Belgique, ami d'enfance, l'un est ingénieur de BTP. C'est-à-dire il n'est pas rentré pour dire je vais aider le gouvernement à réaliser le PAG, mais il est rentré pour dire je vais aider le gouvernement à régler un problème environnemental. Et je les souhaite la bienvenue. Et je pense qu'au cours de l'émission, nous allons... Oui, mais pour vous, qui êtes un spécialiste, un expert des métiers verts, est-ce qu'auparavant, vous pensiez que cette vermine, cette calamité pour les populations pourrait constituer aujourd'hui une source de revenus? On ne pouvait pas imaginer il y a des années antérieures. Et jusqu'à aujourd'hui, tout le monde n'a pas encore découvert la chose. Et tout le monde n'a pas encore découvert que la jacinthe d'eau, qui est un véritable problème environnemental, il a bien dit, en 8 mois, un plan de jacinthe d'eau peut devenir 800 000, 700 à 800 000. C'est-à-dire une production vertigineuse. Aucun autre plan aquatique ne peut résister devant la jacinthe d'eau. Mais ils ont transformé. Au départ, on ne pouvait pas imaginer qu'on pouvait utiliser cette opportunité, cette plante-là, et à transformer et à devenir une opportunité aujourd'hui. Donc je crois que au cours de l'émission, nous allons beaucoup parler de cette plante-là et de ces autres vertus. Il a trouvé le lien tout à l'heure, il a dit que c'est vrai, vous avez laissé les enfants pour venir soigner la jacinthe d'eau. Ça veut dire que le parcours de médecin, le parcours d'ingénieur, c'est pas peine perdue. Non, aucun parcours n'est peine perdue. Et particulièrement dans l'entreprise. Je pense que on a peut-être été, dans la manière dont on est formé, oui. Je pense qu'il faut prendre l'exemple un peu de ce qui se passe chez les anglo-saxons, où là, on n'est pas formé dans un tunnel, où forcément, là où on est entré, on sait déjà là où on va sortir. On est formé de manière très ouverte. Quelqu'un qui fait du droit peut prendre des notions technologiques, il peut prendre des notions de médecine, il peut prendre des notions de finance, et mettre tout ça parce que lui, il a un projet en tête. Voilà. Et donc, des parcours comme les nôtres, dans des pays anglo-saxons, ce n'est pas exceptionnel. Mais ici, c'est surprenant. Voilà. Mais je pense que de plus en plus, il faut que, effectivement, comme d'autres personnes se lancent, ils ont fait certaines études, ils créent une entreprise dans un autre domaine, il ne faut pas se limiter. C'est ça. Il faut innover. Il faut innover, mais il faut innover pas seulement, je dirais, au niveau technique, il faut aussi innover au niveau organisationnel, au niveau social. L'innovation, elle est à différents niveaux. C'est ça. Et vous avez innové, vous êtes allé dans ces communautés, vous travaillez avec des femmes. Alors, ces nombreuses femmes qui vous aident à travailler sur la matière première, comment les organisez-vous? Comment est-ce qu'on les organise? Déjà, ça a pris beaucoup de temps. Ça a pris beaucoup de temps parce que l'image que les communautés avaient de cette activité-là était c'était vraiment un peu ramasser des déchets. Voilà, ça n'avait rien de valorisant. Est-ce que les gens ne vous ont pas traité de fou quand vous vous êtes lancé dans ce... Peut-être pas exactement de fou, mais en tout cas, c'est vrai qu'ils étaient assez surpris. Ils étaient assez surpris de nous voir ramasser cette plante-là. Et c'est vrai qu'on a eu beaucoup de mal à faire comprendre à ces femmes-là qu'il y avait réellement une opportunité. Bien que nous-mêmes, au début, on continuait à être un petit peu sceptiques. Et puis petit à petit, c'est ce que je disais un peu dans le reportage tout à l'heure, petit à petit, avec le temps, c'est le temps qui fait ça, on partage des expériences, on se fait confiance et
Et puis petit à petit, ce groupe de personnes-là grandit. Nous, on était... donc ce groupe-là a grandi et petit à petit, on a décidé de les accompagner encore un peu plus. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est retrouvé à travailler sur aujourd'hui à peu près 3 communes et se retrouver entre 700 et 1000 personnes. Oui, mais monsieur Aladin Weke, tout ce temps, mais il faut avoir la ténacité, il faut avoir... parce que au départ, les gens vont se dire, mais ils vont vous décourager. Mais vous avez été tenace, vous avez été endurant et vous avez réussi à imposer ce projet-là. Ça veut dire qu'ils ont eu du flair, mais ils ne se sont pas découragés. Non, ils ont eu du flair, c'est ça que le pédiatre vient de le dire. Il a dit, il faut savoir contrôler les risques. Les risques sont là, mais il faut savoir les contrôler et les surmonter. Donc, ce n'est pas facile de se lancer dans une telle aventure avec tout ce que vous avez passé en matière de formation, se mettre dans une telle activité. Il faut d'abord avoir la psychologie forte, avoir confiance en soi-même déjà et savoir gérer tous les risques qui vont se présenter à vous. Les femmes avec qui ils travaillent dans SOAVA, ce n'est pas des femmes qu'on a mis à la tâche, elles ont été formées certainement. Parce que pour aller couper la jacinthe d'eau, il y a des risques. Ce n'est pas donner à tout le monde d'aller couper les jacinthes d'eau, parce qu'il y a de gros risques à aller, ce qui veut dire qu'ils ont mis en place toute une organisation, formation, organisation, sensibilisation, tout, avant de pouvoir être à cette étape-là aujourd'hui. Donc nous les félicitons beaucoup. Et vous avez réussi à adhérer les jeunes donc, à cette cause-là. On a vu ce jeune garçon qui a fait une formation au lycée et qui a compris effectivement qu'il faut aller vers ce secteur. Oui, et alors c'est ça qui est fantastique dans l'entreprise aussi, c'est que c'est l'énergie que ça dégage. De travailler sur un tel projet, ça dégage de l'énergie pour les fondateurs, pour les gérants, mais ça dégage de l'énergie pour tous les employés de l'entreprise. Et des ouvriers qui, au départ, entrent dans une activité comme n'importe laquelle, c'est OK, c'est quelque chose qui va me permettre d'avoir un salaire à la fin du mois. En fait, ils voient tellement l'énergie qui est mise dedans qu'eux-mêmes, à la fin, se disent « mais ça, c'est notre entreprise ». Chacun devient leader dans cette entreprise. Et c'est ça qui est valable. C'est valable pour tous les employés de Greenkeeper Africa. Aujourd'hui, on a réussi à créer réellement une dynamique qui fait que, je pense, les jeunes ont envie de nous rejoindre dans cette activité-là. Et voilà, c'est vraiment quelque chose vers lequel on s'ouvre. Et ça dépasse les frontières du Bénin. Les gens nous appellent de l'étranger pour nous dire « OK, moi, je veux venir travailler chez vous ». C'est vrai que dans le reportage, on n'a pas eu le temps de voir un peu lorsqu'on va chercher la matière première, lorsqu'on arrive à la sécher, etc. Mais la suite, on n'a pas eu le temps de voir. Mais comment ça se passe concrètement? Lorsque vous transformez la matière première, ça devient quoi après? Alors, donc le produit, en fait, il y a toute une chaîne, depuis la jacinthe qui est dans l'eau jusqu'au produit qui est dans les sacs et qu'on vend. Il y a toute une chaîne qui est assez longue, qui dure presque 3 mois. Et parce qu'il y a toutes effectivement les manœuvres de collecte, les techniques de séchage, les techniques de conditionnement, de préconditionnement, les techniques de transport, parce qu'on est dans des milieux fluviaux, lagunaires. Et puis après ça arrive, il y a un deuxième séchage qui est fait. Et puis il y a toute la transformation avec les machines que Greenkeeper Africa a mis au point. Puis après ça, il y a encore de nouveau du transport, du conditionnement et finalement, ça arrive à un produit qui est prêt à être vendu chez le client. Donc c'est un énorme mécanisme qui est mis en place. Oui, c'est vraiment beaucoup d'étapes qui permettent là. Et c'est des étapes auxquelles il faut être particulièrement attentif parce que si on les fait de manière, je dirais, sans trop d'attention, on perd de l'argent à certains moments et finalement le produit arrive beaucoup trop cher en fin de chaîne. Donc il faut vraiment tenir ça en compte. Donc voilà. Et après ça, évidemment, il y a aussi comprendre, et ça c'est très important puisqu'on parle des jeunes entrepreneurs, comprendre qu'est-ce que le marché veut. Parce qu'on peut développer un produit parce que nous, on pense que c'est fantastique, mais il faut quand même regarder le marché, qu'est-ce qu'il veut, les clients, qu'est-ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils sont, quand ils voient vos produits, ils disent « Ah oui, c'est bien, c'est intéressant », mais ils n'achètent pas. C'est une chose. Un client que vous lui montrez un produit qui, même s'il n'est pas encore parfaitement fini, c'est déjà ce que vous êtes capable de faire, et il vous dit « Ah moi ça, j'ai besoin, je vous passe commande ». Même si c'est une petite commande, ça vérifie, ça valide déjà une partie de l'hypothèse qui dit « Ok, ça veut dire qu'on peut continuer à investir et à travailler, il y a une issue favorable qui est possible ».
Monsieur Rimé Alayaweke, c'est vrai, quand on parle de métiers verts, il n'y a pas que la jacinthe d'eau. Hein, c'est un secteur très vaste, mais très porteur. Oui, tout d'abord, ils arrivent, nos deux compatriotes arrivent à transformer la jacinthe d'eau en fibre dépolluante absorbante. Mais de la jacinthe d'eau également, on peut diversifier. C'est pour ça que je voudrais leur conseiller d'aller en profondeur, diversifier leurs produits, toujours de la jacinthe d'eau, avant d'aller sur les autres métiers verts, puisque c'est une plante qu'on peut utiliser également pour faire des matières organiques, on peut faire du compost. On peut l'utiliser pour fabriquer des tapis, des moquettes. Il y a beaucoup de variétés de produits qu'on peut sortir de la jacinthe d'eau. Mais en dehors de tout ça, les jeunes qui nous écoutent, qui ont envie, déjà, cette émission doit permettre aux jeunes, doit faire comprendre aux jeunes qui disent que je suis comptable, je dois être comptable à vie, je suis tel, je dois savoir que si un médecin arrive à transformer la jacinthe d'eau en fibre absorbante, ça veut dire qu'on peut toujours renverser la tendance. C'est pour ça que je voudrais inviter les jeunes à s'intéresser au métier vert. D'ailleurs, vous les avez entendus, je ne sais pas, ce n'est pas une question bête, il y a quelqu'un qui a dit, mais c'est quoi un métier vert? Un métier vert, c'est un métier qui concourt à la protection de l'environnement. Parce que déjà, le produit fini permet de régler un véritable problème environnemental. Regardez les polluants, regardez les vidanges, les bouts de vidange qu'on déverse dans la nappe phréatique, qui se retrouvent dans les plats, dans l'eau que nous buvons dans nos maisons, et les poissons que nous consommons dans les grands festins. Tout le monde en craint, on va vers les poissons, alors que c'est déjà contaminé par ces produits qu'on déversait déjà dans l'eau, dans la rivière. Ce qui veut dire que, de par leurs produits finis, de par leurs fibres qu'ils fabriquent déjà, qui peuvent absorber alors ces huiles, absorber ces trucs, déjà, ça règle un problème environnemental. Donc les métiers verts, c'est l'ensemble de tous ces métiers qui concourent à protéger notre environnement, à lutter contre, à réduire les risques de changement climatique. Mais c'est quand même paradoxal. Ils sont très nombreux, ces jeunes nantis de grands diplômes, ingénieurs, agronomes, mais qui aujourd'hui veulent coûte que coûte aller vers la fonction publique. Pourquoi? Alors qu'aujourd'hui, vous démontrez là que c'est un secteur vraiment porteur qui peut embrasser. Exactement. Et je crois que l'exemple de David et de Folflave peuvent inspirer ces jeunes à changer d'idée et savoir que si les deux là peuvent réussir, nous-mêmes nous pouvons réussir et changer la donne. Fola et David, si aujourd'hui votre entreprise prend de l'ampleur, est-ce que vous avez encore la capacité de prendre encore beaucoup de jeunes? Bien sûr, je pense que c'est notre devoir de les accompagner, de les conseiller. Si on n'est pas capable aujourd'hui de les embrasser, de les employer, effectivement, peut-être que demain, on en sera capable, mais au moins, la moindre des choses serait de pouvoir partager avec eux nos expériences, de les conseiller, les orienter sur les différentes filières qui peuvent exister. L'expert parlait tout à l'heure de tous les métiers qui peuvent exister dans la filière verte, la filière environnement, ce qui va effectivement de la prévention de l'environnement jusque toute la filière transformation et recyclage des déchets. Donc effectivement, il y a de très nombreux métiers qui existent. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, je voudrais ajouter, il dit quelque chose de très important. Il a dit dans son reportage de ne pas être introverti. C'est-à-dire de pouvoir sortir, d'aller vers les autres, de s'ouvrir. Travailler en vase clos ne peut pas vous aider à réussir, il faut se mettre en association. Et aujourd'hui, tous ces jeunes qui vont se mettre en association pour créer des emplois verts vont avoir des financements. Et le gouvernement est prêt pour les accompagner. C'est pour ça que je voudrais inviter nos deux jeunes qui ne sont pas trop connus du public, dont les produits ne sont pas trop connus du public, de commencer par venir vers nous pour qu'on puisse faire leur promotion, pour qu'on puisse faire comprendre aux entreprises privées de BTP, les stations à essence, pour que tout le monde puisse savoir qu'avec leurs produits, on peut régler un problème. Oui, justement, voilà. Nous allons voir sur ce plateau même comment ça fonctionne. On va faire peut-être une petite démonstration pour voir, lorsque vous arrivez à fabriquer la fibre, comment elle arrive à absorber les huiles et les hydrocarbures dont vous avez parlé. D'accord. Oui. Donc, alors la fibre, elle est disponible sous plusieurs aspects pour les clients. Nous, on a des systèmes de kits qui sont soit des kits en sac, soit des kits mobiles.
dans lequel le client a tout ce qu'il faut pour lorsqu'il a une fuite d'hydrocarbures, un durite, un tuyau qui explose et qui fait qu'il y a un déversement d'huile sur son chantier ou sur son lieu de stockage, qu'il puisse rapidement disposer de ce kit, l'ouvrir et avoir la capacité d'absorption pour répondre. Et donc là, on a plusieurs types de fibres, on l'a un peu vu dans le reportage, et il y a des fibres qui sont destinées aux hydrocarbures beaucoup plus lourds, il y a des fibres qui sont destinées aux hydrocarbures plus légers, et etc. En fonction du type d'endroit où on intervient, on va plus intervenir avec des coussins ou avec des boudins pour circonscrire la fuite. Et donc on peut effectivement rapidement faire une démonstration avec un produit très très gras qui est en fait de l'huile de vidange. Et lorsque je déverse cette huile de vidange dans l'eau, hein, je n'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, on est sur un plateau télé, mais le principe c'est de se dire que cette fibre c'est une fibre hyper absorbante. Et lorsqu'on la met simplement en contact avec les produits absorbants, on a une absorption tout à fait immédiate du produit. Donc c'est très facile, ça flotte et ça permet très rapidement d'avoir une absorption du produit. Donc voilà, c'est ceci. Voilà. C'est original. J'espère que vous êtes séduit par ce que vous voyez, mais lorsque vous fabriquez tout ça, le marché, comment vous arrivez? Est-ce que le marché existe? Est-ce que vous avez pensé à conquérir ce marché et à écouler les produits que vous fabriquez? Il y a deux aspects dans le marché. Je dirais il y a le besoin du client, que le client ressent, parce qu'effectivement, lui-même, il a une responsabilité environnementale. Et s'il a cette responsabilité, très naturellement, il va aller vers des produits comme ça. Parce que ça, c'est vraiment quelque chose. Est-ce que déjà les Béninois sont allés vers ce produit? Il y a des Béninois qui sont allés vers ce produit. Il y a d'autres qui ont tourné le dos à ce produit. Voilà, ça, il faut le dire clairement. Il y a des Béninois, il y a des sociétés au Bénin qui sont dirigées par des nationaux, qui ont été vers ces produits-là. D'accord ? Il y a des sociétés au Bénin dirigées, y compris par des personnes qui ne sont pas des nationaux, qui ont tourné le dos à ce produit et qui ont préféré conserver des attitudes qui sont des attitudes qui ne sont pas responsables sur le plan environnemental. Mais tout ça, c'est possible parce qu'il y a encore une zone trouble dans laquelle ils peuvent évoluer. Mais chemin faisant, les attitudes d'hier ne peuvent plus être les attitudes de demain. Et tôt ou tard, le cadre qui sera mis en place par l'État par rapport à la gestion des déchets industriels va faire que l'avenir de ce type de produit est garanti. Le marché est là et les produits que vous voyez aujourd'hui, ça c'est extrêmement important par rapport aux entreprises, il y a de la recherche dedans. Le produit qu'on vous présente aujourd'hui, si vous nous invitez dans un an, il sera différent dans un an. Parce que nous, on prend les informations chez le client pour savoir comment il a utilisé, est-ce qu'il est satisfait, qu'est-ce qu'il critique. Et avec ça, maintenant, on revient en laboratoire et on essaye d'améliorer le produit pour qu'il corresponde de plus en plus aux souhaits du client. Voilà. C'est vrai que le Bénin n'est pas le seul pays à affronter cette espèce. J'espère que vous êtes en contact avec les autres pays pour faire connaître, en tout cas, le génie béninois. Tout à fait, tout à fait. Et... Oui, tout à fait. Tout à fait. Déjà la problématique de la jacinthe d'eau, d'une part, qu'on retrouve dans plus de 80 pays et dans de nombreux pays africains, et qui, dans l'ensemble de ces pays-là, pose un réel problème environnemental, mais également les problèmes de fuite d'hydrocarbures qui, bien qu'elles ne soient pas considérées peut-être comme très, très, très importantes au Bénin, représentent de réelles problématiques dans des pays comme le Nigeria, le Gabon, etc., qui sont des pays pétroliers. Et là, effectivement, ils peuvent être confrontés tous les jours à de très, très grosses fuites. Voilà. Donc, effectivement, l'idée, c'est de pouvoir partager avec eux, ou en tout cas de faire connaître cette idée du produit, puisqu'aujourd'hui, on est encore les premiers en Afrique à produire un absorbant. Voilà, monsieur Alain, merci. Vous voyez, ça montre combien les jeunes sont intéressés et suivent avec attention. Alors, pour terminer avec vous, quels sont les conseils qu'on peut tirer donc, de leur exploit et prodiguer aux jeunes qui nous suivent?
Oui, parmi tous les emplois verts que peut créer la Jacinthe d'eau, je crois que la fibre absorbante est la première au plan international. Tous les autres métiers qui peuvent être créés avec la Jacinthe d'eau sont des métiers esthétiques. Fabriquer des sacs écolos, les tapis, les moquettes, vous voyez, c'est esthétique. C'est esthétique, effectivement, les jacinthes d'eau sont coupées, enlevées pour permettre aux pêcheurs et aux populations vraiment de vaquer à leurs occupations. Mais la fibre absorbante est la meilleure. Je voudrais leur demander de ne pas se cacher. En clair, avec les métiers verts, on peut préserver l'environnement et gagner sa vie. Et gagner sa vie. On peut préserver l'environnement et gagner sa vie. C'est pour ça que je voudrais demander à nos deux compatriotes de ne pas fuir le ministère du cadre de vie, de venir vers les services compétents pour qu'on les accompagne dans ce métier. Effectivement, les jeunes qui veulent entreprendre aujourd'hui ont peur de certaines choses. Mais je voudrais leur demander, comme eux, ils ont compris que de ne pas se cacher. Ne vous cachez pas, venez vers nous, nous allons vous accompagner dans votre métier. Donc, ne vous cachez pas, faites connaître vos produits, faites connaître ce que vous faites au ministère du cadre de vie. Je voudrais les conseiller également. Vraiment, lorsque le ministère du cadre de vie va commencer à organiser le secteur réellement, parce qu'on doit les mettre en association d'ici bientôt pour qu'ils trouvent des financements. Je voudrais dire à tous les jeunes qui vont s'intéresser au métier vert qu'il y a des financements pour eux. Il y a des financements, les partenaires techniques et financiers sont aujourd'hui prêts à financer tout ce qui est emploi vert sur le plan mondial. Donc, mettez-vous en association, soyez plus forts et diversifiez alors vos emplois verts pour le bonheur de la population. Merci sincèrement à vous, M. Rémi Aladani-Weke. Vous êtes notre expert du jour. Vous êtes spécialiste donc, des métiers verts et vous travaillez au ministère donc, du cadre de vie et du développement durable. Je vous dis sincèrement merci de votre passage sur cette émission. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Nous revenons donc sur ce plateau pour accueillir notre deuxième expert. Eh bien, vous allez le découvrir. Il est bien sûr le directeur de l'emploi salarié, de l'orientation et de la prospective au niveau de l'ANPE. Il a nom Djibril Habib Patrick, que je vous invite à accueillir avec nous. Je vous salue. Les meilleurs vœux aussi. Merci. Vous représentez donc sur ce plateau l'Agence nationale pour l'emploi. Avant vous, nous avons abordé beaucoup de sujets intéressants avec Habib et David et Fola qui s'investissent dans les métiers verts. Je sais que l'ANPE fait beaucoup pour les jeunes qui sont en quête d'emploi, mais également met en place des mécanismes pour accompagner des initiatives comme celle-là, si je ne me trompe pas. Bien sûr, monsieur le journaliste, déjà je voudrais féliciter nos deux promoteurs qui sont devant nous pour leur ingénieuse idée et profiter de l'occasion pour inviter déjà tout jeune intéressé par le secteur de bien vouloir se rapprocher de l'ANPE parce que nous avons des dispositifs capables de les accompagner, tels des programmes conçus pour la reconversion, plus loin l'incubation. Tout jeune désireux de s'investir, d'entreprendre dans le secteur de la Jacinthe d'eau sont les bienvenus. Et dans les métiers verts en général. En général, avec l'aide aussi de nos promoteurs, l'ANPE est disponible à les accueillir. Voilà. Ok, c'est vrai que mettre en place une entreprise au Bénin, c'est vrai, c'est applaudi, mais il y a également beaucoup d'embûches. Bien sûr. Oui, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Vous allez nous parler de vos difficultés. Mais Djibril Habib Patrick est venu nous parler du programme d'appui à l'emploi salarié. Parce que c'est vrai, c'est un programme de l'ANPE qui fait beaucoup. Vous allez nous en parler. C'est quoi le PAES? Merci, monsieur le journaliste. Déjà, il faut comprendre que de l'orientation professionnelle, on peut passer à l'emploi salarié. Lorsqu'on sait que l'Agence nationale pour l'emploi, qui est le principal service public d'emploi au Bénin, avec pour mission d'assurer l'intermédiation entre l'offre et la demande, ce que quelqu'un appelle cœur de métier. Alors, comment est-ce que ça se passe? Nous sommes disposés à recevoir
les demandeurs d'emploi. Et lorsqu'ils viennent à la NPE, tout se passe exactement tel un médecin et son patient. Le médecin étant nos conseillers emploi, qui sont les techniciens à la NPE, et le patient, c'est le demandeur d'emploi. Et lorsqu'il vient, il l'accueille, il l'écoute, il l'oriente. Et on procède à un diagnostic. Et quand le diagnostic est fait, selon que le demandeur d'emploi est fait pour l'emploi indépendant ou l'emploi salarié, on procède à une prescription, tel un médecin. Et la prescription, concernant le programme d'appui à l'emploi salarié, va surtout à l'endroit des primo-demandeurs d'emploi, c'est-à-dire les jeunes diplômés qui n'ont aucune expérience, qui n'ont jamais travaillé, mais qui veulent s'insérer sur le marché de l'emploi. Alors, ce n'est un secret pour personne que lorsqu'on sort des universités, des centres de formation, et qu'on veut concourir, les premières des exigences, c'est de dire que, alors, 1 an d'expérience, 2 ans d'expérience. Lorsqu'on ne donne pas à ces jeunes l'occasion d'acquérir cette expérience, comment voulez-vous qu'ils puissent compétir? C'est dans cette perspective que ce programme a été initié par la NPE, en vue de permettre à ces jeunes de venir acquérir un minimum d'expérience professionnelle afin de pouvoir compétir sur le terrain. Donc la cible principale, c'est les jeunes qui sont en quête d'emploi. Bien sûr, les jeunes primo-demandeurs d'emploi, âgés de 18 à 40 ans. Et c'est quoi la durée donc, de cette opportunité? Merci. Au fait, ce programme comporte 2 composantes. La première composante, appelée CAE, Contrat Assistance Emploi, est un appui aux entreprises qui ont bien l'intention de recruter, mais qui n'ont pas les moyens. La NPE les accompagne dans ce recrutement et les aide à payer une partie du salaire de ses salariés. Mais cette composante a été mise en veilleuse pour le moment. Et la deuxième composante, qui est la composante phare, la composante CPEP, contrat première expérience professionnelle, destinée aux jeunes primo-demandeurs d'emploi. Alors, ces jeunes sont sélectionnés et sont mis en stage dans les structures d'accueil, qu'elles soient publiques ou privées, afin de bénéficier d'un encadrement pour acquérir un minimum d'expérience au bout de 6 mois renouvelables une fois. Oui, justement, comment peuvent-ils bénéficier de tout cela? Bien sûr, lorsqu'une structure est prête à accueillir, il faut que sa structure puisse démontrer ou prouver qu'elle a la capacité d'encadrement et d'accueil. Et c'est à cette condition que nous envoyons le jeune en stage afin qu'il puisse être encadré là-bas et avoir le minimum d'expérience pour la guérir. Ça veut dire que si Fola et David ont besoin peut-être de certains jeunes pour les encadrer dans ce qu'ils font, ils peuvent s'adresser. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Mais c'est très intéressant. Alors c'est vrai, les gens vont penser peut-être que ce sont des mots et tout ça. Nous venons, comme je l'ai dit, de finir l'année de 2017. C'est quoi les statistiques pour être concret dans ce que vous expliquez? Merci, monsieur le journaliste. Pour être concret, au titre de 2017, la NPE a mis en stage 1147 primo-demandeurs d'emploi dans les structures tant privées que publiques. Et ils sont tous en stage actuellement. Quelles sont les perspectives pour 2018? On entend mettre en stage 3000, dont 1500 ont déjà le financement bouclé et nous sommes en plaidoyer pour boucler le financement. Vous avez dû entendre qu'il y a des jeunes qui ont dit Bien sûr. Ça veut dire que vous aurez du monde. Quelqu'un l'a dit, il suffit de venir à la NPE, s'inscrire, se déclarer comme demandeur d'emploi et l'accompagnement sera fait. Merci Djibril Habib, directeur de l'emploi salarié, de l'orientation et de la prospective. Vous nous développez là les contours du programme d'appui à l'emploi salarié. Vous nous avez donc clairement expliqué les objectifs de ce programme, la cible, la durée et comment les jeunes donc peuvent bénéficier des avantages de ce programme. Alors voilà, vous avez écouté Monsieur Djibril Habib Patrick. Oui. Est-ce que vous êtes déjà allé au contact de la NPE? Non, jamais. À ce jour, on a eu de contact avec la NPE. Je suis ravi de les rencontrer aujourd'hui. Et c'est vrai que c'est des choses qui sont extrêmement intéressantes. Mais il faut savoir que d'emblée, les entreprises privées considèrent en général que l'administration publique n'est pas au service de l'entreprise. Ah ben là, c'est ça, ça crée une sorte de méfiance. Il y a une méfiance. Il y a une méfiance parce qu'effectivement,
les relations qui sont les relations obligatoires de l'entreprise avec l'administration publique sont souvent des relations difficiles. Ce sont des relations fiscales, ce sont des relations d'agrément, ce sont des relations d'autorisation, etc., qui font qu'on rencontre des freins au développement de l'entreprise. Et on constate que l'administration ne voit le secteur privé que comme celui qui doit frauder, celui qui doit payer, etc. Alors que finalement, on crée l'emploi, on paye l'impôt, et avec ces impôts-là, on paye l'administration également. Oui. Djibril Abbé Patrick, vous avez écouté, est-ce que les privés doivent-ils avoir peur d'aller vers le public? Pas du tout, pas du tout. Je pense que ce n'est pas la vision de l'ANPE. L'ANPE est très très ouverte. D'ailleurs, l'une de nos réformes, c'est de s'orienter vers les privés, beaucoup plus parce que c'est le privé qui crée l'emploi. Je vois ce plateau comme un début de partenariat d'ailleurs, avec nos promoteurs. Oui, le pont est établi. Bien sûr. Et à cet effet, je lance l'appel à tout jeune qui souhaiterait entreprendre dans ce domaine, dans l'exploitation de la jacinthe d'eau, de bien vouloir se présenter à la NPE. Et nous avons désormais en face de nous des partenaires avec qui on peut composer pour leur accompagnement. Et ceci va s'inscrire sûrement dans le cadre d'un autre programme que nous appelons RCDE, renforcement de capacité de demandeurs d'emploi pour la reconversion ou le perfectionnement. Alors, si ce jeune était déjà dans un autre secteur et qu'il souhaite se reconvertir dans l'exploitation de la jacinthe, je crois que l'ANPE est ouverte et nous sommes favorables à cela. David, l'ANPE oriente beaucoup de jeunes vers les autres structures. Si vous en avez besoin, il semble que la main est tendue là. Oui, tout à fait. Nous également, notre main est complètement tendue. Il parlait tout à l'heure de la jacinthe d'eau, mais effectivement, il y a de nombreux autres domaines dans cette filière environnement-là, que ce soit le recyclage des déchets, que ce soit effectivement, nous aujourd'hui, on se cantonne encore un petit peu à la jacinthe d'eau, mais il faut savoir qu'il y a de très nombreux autres domaines sur lesquels effectivement on peut aussi les appuyer. Justement, Fola, quelles sont vos perspectives? Alors, les perspectives sont de deux ordres. Il y a les perspectives sur ce produit actuel, qui est la fibre absorbante. Et ça, c'est vraiment de la pénétration marché, c'est-à-dire qu'on va développer ce produit, on va essayer d'augmenter notre part de marché. Et puis, il y a du développement de nouveaux produits. Et donc, d'ici à 2-3 ans, Greenkeeper Africa mettra sur le marché des nouveaux produits dans le domaine des textiles industriels, des luttes contre les pollutions des sols, mais également dans le domaine de l'alimentation animale. On va travailler sur tout ce qui est emballage, donc tout ce qui est emballage recyclable, etc. Donc voilà, donc on élargit l'aspect R&D pour faire à la fois de la pénétration de marché et de l'ouverture de nouveaux marchés. Voilà. Nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Vous les voyez derrière, ils sont très nombreux. Ces jeunes, si à la sortie, certains d'entre eux viennent vers vous, vous dites, alors qu'est-ce que vous nous offrez comme opportunité? Comment vous allez réagir? Je vais inverser la question. Qu'est-ce que ces jeunes-là veulent nous offrir? Et alors là, déjà, s'ils veulent rien que nous offrir le travail, c'est déjà un bon pas. Mais c'est clair que Greenkeeper Africa, nous, on est extrêmement ouverts à recevoir des jeunes, ou des moins jeunes d'ailleurs, qui ont envie de travailler. Là, franchement, il y a moyen de faire des associations très utiles. Voilà. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Nous sommes donc au terme de ce numéro de Carrefour Emploi. Et vous le savez, la dernière étape donc, de notre émission, c'est bien sûr cette étape qui présente les opportunités de l'Agence nationale pour l'emploi aux jeunes. Eh bien, nous allons suivre donc ensemble cette dernière partie. Je vous dis merci et à très bientôt. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue au Carrefour Emploi. Janvier 2018, c'est bien sûr la période des vœux. Mais moi, Miss Emploi, je ne veux point vous faire des vœux. Que vous le veuillez ou non, je veux vous offrir du travail, du boulot. Alors, si vous êtes d'accord, prenez vos calepins et stylos et notez. Je recherche un comptable titulaire d'un BTS couplé d'un bac G2 et CAP aide comptable. Vous voulez me dire que c'est compliqué? Ben, la vie n'est pas facile non plus. Je recherche également une coordonnatrice de garderie d'enfants. Il te faut être une femme, titulaire ou non d'une formation en action sociale et sachant entretenir de très bonnes relations avec les enfants. Si tu réponds à ces conditions, alors je te donne le poste.
Et pour finir, je recherche un technico-commercial pour un poste relatif au marketing digital. Ça te dit? Enfin, si quelqu'un n'a pas retenu tout ce que je viens de dire, qu'il aille sur le site www.anpe.bj où mes offres sont aussi disponibles. Maintenant, je peux vous souhaiter une bonne et heureuse année. Bye bye!